Bon, je vous fais toutes mes excuses pour cet incident technique, hein. J'espère que ça ne va pas vous gâcher le plaisir quand même de voir ces magnifiques jetons et médailles que je vais vous projeter. Alors, c'est vrai, on ne sait pas souvent ce que c'est qu'un jeton. C'est une petite médaille, c'est pas plus grand qu'une pièce de 2 euros en gros, hein. C'est très léger, c'est de l'argent, parfois du cuivre, très rarement en or. Et c'est un petit objet qu'on garde dans les tiroirs. Donc, vous ne les voyez pas exposés dans les musées, etc., ou même très, très difficilement. On peut les photographier et les agrandir. C'est le parti que j'ai pris pour votre plaisir, en fait, hein, votre plaisir. Donc, il y aura à peu près une dizaine de jetons et de médailles également, et qui vont couvrir la période de l'année 1620, qui est en fait l'année du rattachement du Béarn à la France, et non pas l'inverse. Hein. Voici donc. Alors, je ne suis pas très habile avec cette. Voici d'abord un résumé assez court, mais qui est important, de l'année 1620. C'est important de bien le visualiser. En janvier, qu'est-ce qui se passe? En janvier 1620, le premier de l'an, hein, il y a une grande procession à Paris. C'est une procession catholique, c'est une procession partisane. C'est une procession qui est faite pour Louis XIII et qui est faite également pour le duc de Luynes, qui est son favori. Et tous les gens qui vont participer à cette procession à travers tout Paris, ce sont des catholiques. Il n'y a aucun protestant. Les protestants ne sont pas admis à Notre-Dame de Paris. Il n'y a pas non plus de représentants de la reine-mère, Marie de Médicis, qui l'année précédente avait combattu son propre fils. Donc janvier, c'est une procession assez partisane, hein. On est au cœur je dirais, l'ordre du Saint-Esprit. On est au cœur vraiment du bastion catholique, hein. Février, qu'est-ce qu'il se passe en février, février-mars, et ça depuis l'automne précédent? Il y a là une réunion très importante en France, c'est l'Assemblée protestante de Loudun. L'Assemblée protestante de Loudun, elle refuse constamment de se séparer, et ça va proposer des problèmes, et notamment aux Béarnais. En mars, de mars, avril, mai, juin, à ce moment-là, la France entre en guerre. Elle entre en guerre, une guerre civile, hein. C'est une guerre entre le clan de Marie de Médicis et contre le roi, et son favori, le duc de Luynes. En juillet, là c'est Louis XIII qui prend la décision d'armer et de partir au combat pour mettre au pas les partisans de sa mère, hein, tout simplement, hein. C'est une affaire de famille, hein. Et ça commence évidemment par la Normandie, qui est le plus proche de Paris. Et après, ça continue, ça va dans le Maine, la Mayenne, enfin, et puis ça arrive du côté d'Angers, où réside Marie de Médicis, et là a lieu ce qu'on a appelé la drôlerie des Ponts de Cé. C'est une bataille, hein, une bataille qui fait quand même plusieurs centaines de morts, hein. C'est pas une drôlerie, mais qui a été quand même dure, hein. C'est une bataille dure, qui a duré une journée, mais c'est quand même une bataille militaire, hein. À la suite de cette bataille, perdue par Marie de Médicis, on conclut la paix. La paix se fait entre la mère et le fils assez rapidement, hein. En l'espace d'un mois, c'est fait. Et donc, en septembre, qu'est-ce qui se passe en septembre? Le roi, il a une armée, il ne sait plus quoi en faire. En fait c'est ça, elle est désœuvrée. Et ça fait déjà 3 ans que le roi nourrit vraiment une attente impatiente des Béarnais pour faire enregistrer ces édits que les Béarnais refusent constamment d'enregistrer, en fait, hein. Donc le roi, il attend à Bordeaux, et puis tout à coup, en octobre, il y va, hein. Les Béarnais ne veulent pas enregistrer les édits du roi, ils ne veulent pas restituer aux catholiques les biens qui leur avaient été confisqués, donc le roi, il va lui-même. Et il va, en l'espace d'une semaine, changer mais tous les fondements de la principauté du Béarn, et de la Navarre d'ailleurs, religieux, hein, c'est le rétablissement du catholicisme, militaire, c'est la suppression de toutes les milices béarnaises, les parsans qu'on appelait, et également politique, puisque c'est l'union de la couronne de Navarre et du Béarn
à la France. Ça, c'est un coup de tonnerre, hein. C'est un véritable coup de tonnerre. Et qu'est-ce qu'on voit en novembre et en décembre, les 2 derniers mois de l'année? Eh bien, c'est la révolte des protestants, qui commence par des conciliabules, des réunions secrètes, plus ou moins. Et puis ensuite, au 31 décembre, c'est l'Assemblée protestante de La Rochelle qui se réunit, alors qu'elle n'a pas le droit, que le roi l'a interdit, et qui en fait va rentrer en dissidence contre le pouvoir royal. Voilà le contexte historique, c'est important quand même de le rappeler. Le premier jeton, c'est celui du Nouvel An. On sait qu'il a été donné pour le Nouvel An dans l'entourage du roi. Qu'est-ce que l'on voit sur ce jeton? Ici, nous avons une représentation assez magnifique, hein, mais immémoriale, je dirais. C'est la royauté française. Au centre, l'écu aux fleurs de lys. Au-dessus, la couronne royale aux fleurs de lys. Tout autour, ici, ce sont les 2 colliers des ordres catholiques, c'est-à-dire l'ordre de Saint-Michel, qui est ici, et ici, l'ordre du Saint-Esprit. C'est cet ordre qui fait sa procession le 1er janvier de cette année à travers tout Paris. Autour se trouve une légende en latin, elle est magnifique, Nil nisi concilio. Ça date d'Henri III, ça a été repris par Henri IV, ça a été repris par Louis XIII. Ça dit « rien sans le conseil ». On n'est pas encore avec Louis XIV dans l'État, c'est moi. Non, 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 non. Là, on est le roi et son conseil. Ce sont eux qui se réunissent et prennent les décisions, je dirais pas de façon collégiale. Mais le roi, lui, il décide. Hein. En dernier lieu, c'est lui qui décide. C'est une belle devise. Hein. Regardez bien quand même. Il y a une petite chose intéressante ici. Vous voyez, tout ça, c'est intemporel, c'est vraiment les symboles de la monarchie. Hein. Mais ici, là, vous avez un petit L de Louis. C'est l'initiale du roi. C'est la seule petite signature, elle est ici. Hein. Le L est surmonté d'une petite couronne. C'est la seule signature qui permet de dire, ah ben oui, c'est effectivement Louis XIII qui a apposé ce signe. De l'autre côté, se trouve une vue, moi je l'appelle la vision du roi. C'est une vue imaginaire qui représente la Terre. Ici, nous avons des cercles célestes, immuables, qui ne se télescopent pas. Chacun est bien ancré. Sur chacun des cercles figure une des 7 planètes. À l'époque, on dénombrait 7. Hein. Et donc là, il y a Jupiter. Là, c'est la Lune qui fait partie des planètes de l'époque. Là, il y a Vénus, Mars, etc. Et tout au haut, c'est 7 étoiles qui symbolisent le firmament, le ciel étoilé. Autour se trouve la devise. Alors la devise, ça c'est le roi qui choisit. Hein. C'est son programme politique qu'on voit là. Hein. Et il a choisi des termes latins, pratiquement toujours en latin. Hein. Pax ab ordine, qui veut dire la paix par l'ordre. Et l'ordre, on le voit très bien, parce que c'est une image. Là, la terre, c'est le roi, hein. C'est Louis XIII. Hein. Les États, les provinces, etc., qui gravitent autour de lui. Hein. La terre est encore au centre de l'univers. Hein. Tout ça, ce sont le royaume qui représente le royaume. Et tout doit graviter harmonieusement, la paix par l'ordre. Voici un petit agrandissement. Enfin, un grand agrandissement. Et voici donc cette image assez majestueuse, moi je trouve. Que se passe-t-il au même moment à l'autre bout du royaume, en Béarn? Eh bien, les Béarnais aussi, ils font frapper leur jeton du Nouvel An, le jeton des traînes, celui qu'on distribue en début d'année aux parlementaires, à la Chambre des comptes du Béarn, etc. Tous ceux qui peuvent prétendre avoir cette gratification. Hein. Alors, le jeton, il est très beau. Ici, il est particulier au Béarn. Hein. C'est le jeton béarnais par excellence. Hein. Ici, nous avons le roi.
Ludovicus XIII, etc., hein, Louis XIII, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. Et puis là, nous avons ici l'écu de France, avec les 3 fleurs de lys. Là, nous avons l'écu de Navarre, avec les chênes de Navarre. Et en bas, nous avons la vache, en plein champ. Hein. C'est la vache béarnaise. Donc ce sont les trois représentations des possessions du roi. Et c'est ça dont il va être question quand ça va y avoir le rattachement de toutes ces provinces qui faisaient partie du domaine privé du roi. Hein. Alors, la façon dont c'est disposé, c'est très révélateur. Les 2 écus, il n'y en a pas un qui domine l'autre. Hein. L'écu de France ou l'écu de Navarre, ils sont mis sur le même plan d'égalité. Hein. Non seulement ici, mais en plus, ils ont chacun leur propre couronne. Hein. Seule concession, donc chacune des royautés est, je dirais, additionnée l'une après l'autre. Hein. Il n'y a pas une royauté qui domine l'autre. Hein. Et idem pour la vache qui est en plein cœur du champ. Hein. Donc, c'est une représentation, on est loin d'une vision d'union entre les différentes royautés ici. De l'autre côté, on trouve cette représentation, alors celle-là, elle est totalement énigmatique. Je vous traduis la légende qui l'entoure, hein, qui est en latin. Elle resplendit plus encore sous la protection de ses forts. Qu'est-ce que l'on voit? En fait, on voit la couronne, ici, une couronne royale. On pense d'ailleurs que c'est celle de Navarre. Pourquoi? Parce qu'il y a la représentation de la couronne de Navarre, généralement, c'est celle-ci qu'on désigne. Il y a un globe terrestre et une croix au-dessus du globe terrestre. Donc, couronne de Navarre, probable. Autour, nous avons une lys, un enclos. Mais il est très curieux, cet enclos. Vous avez des poteaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et reliant chacun des poteaux, vous avez une chaîne. Voilà. Mais cette chaîne, elle est brisée en plusieurs endroits. Ici, c'est brisé, là, c'est brisé, là, c'est brisé, là, c'est brisé. Et les poteaux eux-mêmes, certains, sont décapités, ont un peu la pointe. Alors, qu'est-ce que ça représente? On ne sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas ce que ça représente. Ce jeton a été frappé, là vous voyez, c'est la version de 1620, mais la première fois qu'on l'a frappé, c'est en 1615, et la dernière fois qu'on l'a frappé, c'est en 1624. C'est-à-dire que pendant près de 10 ans, ce jeton va être frappé à l'identique pour le Béarn, pour les Béarnais. Alors, j'ouvre tout de suite une incidence un peu triste. Hein. Il n'a jamais été frappé à Pau. Hein. Ça c'est frappé à Paris. Hein. Le travail du jeton est tellement compliqué que ça se fait à Paris avec du matériel de pointe, avec des ouvriers hautement spécialisés et en plus avec un privilège royal. Il n'y a qu'à Paris qu'on frappe et dans un atelier tout à fait particulier qui est l'atelier de la galerie du Louvre. En fait, il est dans le Louvre. Voilà. Je vous le dis pour que c'est un jeton béarnais, en ce sens qu'il est fait pour les Béarnais. Mais ce n'est pas frappé ici. Hein. Voici l'agrandissement des 3 emblèmes, enfin du blason. Et là, ça c'est notre jeton, hein, de 1620, c'est celui-là. Hein. Et celui-ci, c'était celui qu'avait fait frapper Henri IV, 3 ans avant sa mort, en 1607. Et il avait fait frapper un jeton béarnais. Mais il n'est pas pareil. Hein. Le jeton d'Henri IV, lui, il a les 2 écus, comme ici, mais les 2 écus, et la vache qui est à la pointe des écus, mais les 2 écus, ils sont unis par la couronne de France. Hein, ils sont sous la couronne de France. Donc là, il y a une prééminence. Hein, c'est le royaume de France, il est plus fort que le royaume de Navarre et que le Béarn. Et en outre, Henri IV, il a entouré ses écus du double collier des ordres catholiques du royaume. Hein, on voit que la notion
dans la proposition d'Henri IV, lui, il allait franchement vers une sorte d'union, mais par contre, il n'y allait pas rapidement. Hein. C'était un projet qu'il caressait, mais qui ne s'est pas fait d'ailleurs, et c'est Louis XIII qui va le faire. Mais vous voyez, ça c'est quand même une différence de traitement. Hein. Voici donc cette image bien énigmatique. Et alors, ce qui est curieux, c'est que 70 ans après cette image, en 1685, Louis XIV, qui était un roi très numismate, il était très averti, et il a fait cataloguer. Et quand il a voulu faire cataloguer ce jeton dont on vient de parler, eh ben le secrétaire, il était comme nous, il ne savait plus ce que c'était. Alors, on voit Ludovicus, c'est la description dans le catalogue. Et puis, là, c'est la devise en latin. Et ici, c'est la date. Et la description. Une couronne entourée de... Et puis, c'est pareil. Ils ne savent plus. On est à 70 ans d'écart. Hein. C'est-à-dire que même les contemporains, presque, ne savaient déjà plus ce que voulait signifier ce jeton. Et ben aujourd'hui, moi, je ne sais pas toujours vous donner une proposition. Hein. Voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. Après, l'Assemblée de Loudun, j'ai dit qu'elle était très importante, parce qu'en fait, c'est un peu la boîte à Pandore. Hein. C'est de cette assemblée que va sortir, 6 mois après, le malheur des Béarnais. Hein. Qu'est-ce qu'elle avait? L'Assemblée de Loudun, c'était tous les protestants de France, y compris les Béarnais. Et qu'est-ce qu'ils avaient sur la table, si j'ose dire? Ils avaient quelques cahiers de doléances à présenter au roi. Hein. Et le roi voulait que cette assemblée se sépare. Et il ne voulait pas se séparer. Donc il y avait un point de vue, déjà, un conflit assez important entre le roi et les représentants de la réforme en France. Hein. L'Assemblée de Loudun accepte quand même de se séparer à la fin du mois de mars, le 26 mars, ils se séparent. Et en gros, il y a une sorte d'accord, mais on ne sait pas très bien ce qu'il s'est dit vraiment hein, dans cet accord. Mais en gros, il y avait 6 mois pour que, on laissait au roi 6 mois pour régler des problèmes d'actualité. C'était des problèmes très bénins en fait. Hein. C'était le changement du gouverneur de Lectoure, l'introduction de 2 conseillers au Parlement de Paris. Enfin bon, c'est pas des casus belli, hein, on ne fait pas une guerre pour ça. Mais par contre, il y avait 1 mois de plus, ça c'était pour rétablir le catholicisme en Béarn et restituer aux catholiques les biens confisqués depuis 50 ans. Ça faisait mal. Ça faisait mal parce que c'était la grande principauté et puis c'était aussi les moyens de subsistance de l'université d'Orthez. Les protestants comptaient sur ces revenus. Hein. Or, qu'est-ce qu'il a été dit à Loudun, dit-on, hein, parce que rien n'a été écrit. Il dit qu'il y a une sorte de clause de rendez-vous dans 6 à 7 mois entre le roi et ses sujets réformés pour voir où est-ce qu'on en est dans l'approbation, l'enregistrement des édits béarnais qui concernaient le Béarn, qui concernaient le rétablissement du catholicisme en Béarn et la restitution des biens aux catholiques, aux évêques catholiques. Voilà, mais ça veut dire aussi une chose, hein, c'est que les Béarnais, quand l'Assemblée de Loudun s'est séparée, ils étaient tranquilles. Pour eux, il n'y avait aucun risque de guerre. Dans 6 mois ou 7 mois, en automne, on verrait... en fait, c'était une politique un peu d'attente hein, que faisaient les Béarnais. Ils attendaient, ils refusaient d'obéir, et ils attendaient. Voilà. Après, alors, aussitôt après la séparation de l'Assemblée de Loudun, ce sont les catholiques là, qui se mettent, je dirais, dans la danse. Hein. C'est le parti de Marie de Médicis qui arme et qui combat, en fait, arme partout dans les provinces, en Normandie, à Angers, enfin en Bretagne. Ce sont des grands seigneurs mécontents du sort qui leur est réservé à la cour, hein, et qui
et qui veulent en fait revenir dans les allées du pouvoir tout simplement. Hein. C'est les grands seigneurs mécontents, on les connaît, hein, c'est les Vendôme, etc. Enfin, c'est des grands, puissants personnages, et c'est Marie Médicis. Et puis derrière, il y a aussi un personnage, on le connaît, c'est l'évêque de Luçon, c'est Richelieu, hein, qui est un rebelle à ce moment-là, ils sont rebelles au roi. Et enfin, pas mal d'ambassades se font, enfin rien ne... La paix n'est pas vraiment à l'ordre du jour, tout le monde veut la guerre en fait. Hein. Donc le 4 juillet, Louis XIII il convoque son conseil et il dit, bon ben voilà, vous avez sa phrase qui est ici, je n'attendrai pas à Paris de voir mon royaume en proie. C'est-à-dire que son royaume est en train de lui échapper et il en est parfaitement conscient. Il a armé, il a rassemblé des troupes et il sait maintenant qu'il faut se battre et se battre non pas contre les protestants, qui sont en paix. Non, il faut se battre contre la reine et ses partisans, dont Richelieu. Il le traduit dans un jeton. C'est la vision du roi. Voici... Alors c'est l'extraordinaire des guerres, c'est un jeton de l'extraordinaire des guerres, c'est ce qu'il y a... C'est une administration financière qui est là pour payer les troupes qui viennent juste d'être levées. Hein. Donc c'est l'extraordinaire des guerres. On retrouve ici les 2 écus, le L couronné de Louis, enfin bon. Mais de l'autre côté, là, c'est très beau. Hein. C'est un magnifique jeton. Il est très, très, très bien composé. On voit quoi? Au centre, c'est le porc-épic, enfin le hérisson. Hein. Surmonté de la couronne royale. Donc ça, c'est le roi. C'est Louis XIII. Le porc-épic, Louis XII l'avait déjà utilisé. Et puis il y a l'expression bien connue, hein, qui s'y frotte typique, etc. Ce n'est pas un animal considéré avec mépris. Hein. C'est un animal qui fait partie des emblèmes royaux aussi. Hein. Et autour, nous avons 4 alors, des molosses, des animaux malfaisants qui essayent de le mordre, qui l'environnent et qui l'attaquent. Donc c'est une image qui montre en fait la situation de Louis XIII assiégé par ses propres sujets. Hein. Et c'est un scandale pour lui. Hein. Par contre, la devise, elle est assez intéressante. Hein. Traduite, ça donne ça. Ces dards, les pics, hein, procurent un sûr repos. Ça veut dire que Louis XIII, lui, il est sûr de lui. Hein. Il est sûr de son droit, il est sûr de sa force, et il veut en découdre. Hein. C'est un roi guerrier. Hein, c'est un roi guerrier, comme son père. Alors intervient à ce moment-là, bon, on a vu la drôlerie des ponts de C s'est terminée par une débâcle des troupes de Marie de Médicis et des grands seigneurs qui viennent tous se faire pardonner leur révolte. Hein. Et finalement, le roi il se retrouve avec une armée oisive. Quoi. On est au mois d'août. Et l'armée est là, il n'y a plus d'adversaires, tout le monde a été rangé à l'obéissance, y compris la mère du roi. Et du coup, le roi, il dit, je vais en profiter. C'est ça, l'occasion fait le larron, si j'ose dire. Je vais en profiter de cette armée pour descendre au sud et voir aux confins de mes royaumes ces Béarnais qui ne veulent pas enregistrer mes édits depuis 3 ans. Alors là, les Béarnais, du coup, ils ont commencé vraiment à s'inquiéter terriblement, hein, parce que c'était pas une puissante armée, mais c'était quand même des troupes régulières, soldées par le roi, et qui s'approchaient de plus en plus du Béarn, de Pau. Hein. Et voilà, je passe comment dire... Les Béarnais continuent à essayer de gagner du temps. Le roi arrive à Bordeaux, ils envoient des délégations sur délégations pour essayer de gagner du temps, de dire on va enregistrer vos édits, ça va se faire, on est en train de le faire. Mais le roi, lui, il en a assez d'attendre, hein, et au mois d'octobre, il entre en Béarn et il fait ce que nous avons vu dans les premières diapos, à savoir disparition des milices béarnaises, union des couronnes et du Béarn à la France, et puis restitution des biens des catholiques aux évêques, et puis les églises qui sont rendues aux catholiques, etc. Enfin, ça ne dure en gros, et puis au passage aussi, changement de toutes les garnisons, hein, garnison de Navarinx,
Au passage à Navarre, d'ailleurs, on prend le trésor des rois de Navarre qui était là-bas en dépôt. Hein, voilà. Donc ça va très 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 vite. En une semaine, le sort d'Hubert, je dirais, il est plié. Alors comment va le roi? Il rentre le 7 novembre. Vous voyez, ça va très vite hein, quand même. Hein. Le 7 novembre, le roi il est à Paris. Et là, il passe une commande pour... Alors la commande, elle concerne le Béarn. Les Béarnais, c'est les sujets désobéissants. Sa mère aussi l'était. Hein. Sa mère aussi était désobéissante. Richelieu était désobéissant. Mais ce n'était pas facile de s'attaquer directement à des personnages aussi considérables que la mère du roi ou ses demi-frères. En fait. Par contre, les Béarnais, eux, ça fait 3 ans qu'ils sont désobéissants. Et c'est Louis XIII qui montre le programme, enfin sa justification. Ça justifie. Alors là, là je ne commente pas, c'est toujours le même Louis XIII, etc., roi de France et de Navarre. Mais de l'autre côté, là, c'est intéressant. 1620, bon, la date, elle est précise. Hein. Ici, des montagnes. Les montagnes, c'est les Pyrénées. Hein. Si le graveur du jeton s'amuse à mettre des montagnes, c'est parce qu'il y a une raison. Hein. Et les montagnes, c'est les Pyrénées. Les gens, ils savent, ils reconnaissent. Hein. Là, il y a une vue imaginaire, on pense que c'est Pau, la ville de Pau, mais vue imaginaire, bien évidemment. Ici, nous avons un groupe de 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Voici les visages. Voilà. Les 5 personnes sont tournées, sont orientées vers ceci. Ça, c'est une main céleste qui sort des nuages, du ciel, et qui tient une épée. Et cette épée, c'est une épée de type flamboyant, vous voyez, elle est torsadée comme ça, c'est une épée flamboyante. Hein. Et au bout de l'épée, il y a ça, une étoile avec une queue, c'est-à-dire, c'est une comète. C'est une comète, et effectivement, dans toute l'Europe, 2 ans auparavant, 1 an auparavant, toute l'Europe avait vu une comète passer dans le ciel d'Europe. On l'a vu partout, hein, on l'a vu à Vienne. Et ça a profondément troublé les esprits. Hein. Pourquoi ce signe divin dans le ciel? Ben, le roi, lui, se l'approprie. Hein. Il se l'approprie parce qu'il dit « Apprenez à connaître la justice après cet avertissement ». Ça, c'est pour les Béarnais. Hein. Ils étaient opiniâtrés à ne pas enregistrer les édits du roi. Ils ont été punis et ils peuvent continuer à être punis. Et ça, c'est le fléau de Dieu qui parle à travers Louis XIII. Une petite chose intéressante, voici, hein, voici en grand, vous voyez, ça c'est la ville qu'on peut supposer de Pau, les hautes montagnes ici, hein, les nuages, et puis la comète. Regardez, ça c'est un autre jeton d'Henri IV. Il date de 1609. Et vous allez voir comment on fait j'ai appelé ça l'image des notables, faire du neuf avec du vieux. Ça c'est le jeton béarnais. On voit le groupe de 3 personnages ici, identiques à ce groupe-là. Ce groupe-là, à l'époque, en 1609, quand Henri IV faisait frapper ce jeton, eh bien, il servait à soutenir une corbeille elle-même sous le soleil. Enfin bon, une image assez idyllique d'ailleurs. Hein. Et on reprend les mêmes, mais par contre on transforme complètement la dialectique. Là. Les personnages sont mis un peu en retrait, comme s'ils étaient frappés par une vision. Hein. Et puis, mais on retrouve exactement le même. Regardez. À part que là, il montre l'épée flamboyante et on reprend des vieux clichés et on les adapte au goût du jour. Là, c'est devenu une charge contre les Béarnais. Voici le deuxième des jetons béarnais. Alors là, on le reconnaît bien, hein, l'ours béarnais. Alors, assez curieusement, il est dans un enclos. Comme le jeton de début d'année. Hein, qu'on a vu, le deuxième jeton qu'on a vu, c'est dans un enclos. Et dans cet enclos, il y a des brebis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 brebis.
l'ours au milieu, enfermé avec ses brebis, et en haut, malheureusement le jeton n'est pas en bel état, nous retrouvons une main céleste sortant du ciel et portant une épée au-dessus de ces personnages. Ces personnages symbolisent évidemment les Béarnais, et notamment l'ours béarnais. Quant à la légende, elle est très curieuse. Moi, elle m'a dérangé, cette légende. Elle dit, il les maintient, c'est le glaive, hein, il les maintient, le troupeau, dans la menace d'un même sort cruel. C'est assez terrible parce que ça veut dire, les brebis, c'est des animaux pacifiques. Et puis dans le Béarn, tous n'étaient pas désobéissants. Mais tous sont condamnés, hein. Tous sont condamnés par le roi, hein. Tous. Tous sont maintenus dans la menace d'un même sort cruel. Ils sont tous punis. Voici un agrandissement. Voilà. Les brebis, c'est un autre jeton, enfin, une autre qualité, hein. Ici, je voulais pas, ici, le bras armé, il porte des fleurs de lys, donc c'est clairement le roi, hein, qui est désigné, hein. Et voilà, je dirais ça, c'est un peu une synthèse. Le jeton de l'année suivante, 1621. C'est un peu une synthèse. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que nous... Il est mignon, j'aime beaucoup, monsieur. Il est mignon parce qu'il est très bien composé. Regardez, vous avez le rond central, hein, qui délimite la scène. La scène, c'est quoi? Ici, deux lions. On reconnaît que c'est des lions parce qu'ils ont des toupets au fond, à la fin de leur queue. Ce sont deux lions. Et ils sont enchaînés. On voit les chaînes ici. Là, ce sont deux loups. Deux loups, des chiens ou des molosses. Enfin. Et eux, ils ont la queue en trompette, hein. Et ils sont enchaînés également, hein. Et en bas, ben on retrouve les brebis. Mais celles-là, elles s'égayent. Elles sortent même du cercle central, comme pour aller boire de l'eau le long d'une berge. Il est très étonnant. Il est très, très bien composé. C'est une œuvre d'art magnifique, celui-ci. La devise, elle, ben vous la voyez, hein, puissance, il n'y a même pas de verbe, hein, puissance d'un juste empire. Avec ça, on ne rigole pas. Puissance d'un juste empire. Il n'y a pas beaucoup de clémence, hein, dans le roi Louis XIII. C'est pas un roi très clément, hein. Quand il punit, c'est sérieux. Et il est prêt à repunir si ça recommence, hein. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer, mais très vite, très rapidement, ça ce sont les médailles. Alors les médailles, c'est quand même beaucoup moins intéressant que les jetons. Les médailles, elles sont plus ou moins trompeuses. Celle-ci, elle est bien. C'est le vrai visage de Louis XIII. On a les gravures de l'époque. Il est très véridique. C'est un portrait d'époque. On est en 1620. Il est comme ça, Louis XIII, hein. C'est un jeune homme, il a 19 ans. Il est jeune, hein. Il est déjà un guerrier. Et là, alors celui-ci, c'est une vue totalement convenue. C'est le roi à cheval partant. Alors là, on dit que c'est pour le Béarn, ici, départ pour le Béarn. Mais 4 ans auparavant, il partait pour se marier à Bordeaux. Et on retrouvait exactement la même image, hein. Donc c'est recyclé, hein, Voici encore, départ pour le Béarn. Alors là, par contre, on retrouve, hein, départ pour le Béarn, bon. Là, le portrait de la médaille, par contre, il est faux. Enfin, il est faux. Il est juste, sauf que c'était le portrait de Louis XIII en 1616. Hein. Donc, il était beaucoup plus jeune. Hein. C'était au moment où c'était juste après les mariages espagnols, enfin les mariages avec Anne d'Autriche. Ouais, il est très enfantin, là. Il n'a rien à voir avec le vrai roi qui, en 1620, était à Pau, ici même. Alors on retrouve là aussi une autre médaille, ça c'est la religion rétablie en Béarn. Bon, c'est une composition un peu plate, hein. C'était un fronton de temples, d'églises, hein, et qui symbolise la restitution des biens catholiques aux évêques catholiques et le fait que les églises ont rouvert au moment du passage du roi. Tout ceci, alors ça, c'est le seul. Je vous l'ai mis parce que c'est pour le. Comment dire? C'est la représentation classique de
du Béarn, de rétablissement des ecclésiastiques en Béarn. C'est la représentation. Alors ça date, c'est la fin du règne. Hein. Louis XIII d'ailleurs est très âgé là. C'est dans les années 1640. Hein. Mais voilà comment est représenté. Alors la campagne militaire, on n'en parle plus. La disparition des parsans des milices béarnaises, on n'en parle plus. L'Union, on n'en parle plus. On ne parle plus que d'une chose. C'est le rétablissement du catholicisme en Béarn. C'est ça. C'est-à-dire que la série d'événements s'est quand même décantée pour ne garder que cet aspect-là. Celui-ci, ce jeton, il est, alors j'attire votre attention, il est absolument exceptionnel. Il n'est pas dans un bel état, malheureusement. C'est le seul jeton protestant connu. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est le seul qui montre le point de vue. Jusqu'à présent, nous avons vu beaucoup de jetons, tous frappés pour le roi. Hein. Là, c'est le seul jeton qui montre le point de vue des protestants. C'est un point de vue très compliqué, très complexe. La date, 1620, c'est sûr. On la retrouve même de l'autre côté de la 1620. Donc elle est doublement bien datée. Les deux scènes sont bien datées. Ici, qu'est-ce que nous avons? Malheureusement un peu effacé, le buisson ardent. C'est tiré de la Bible, c'est donc le récit du buisson ardent. Et de l'autre côté, nous le verrons plus en détail, c'est ce qu'on appelle la vraie religion. C'est une image de combat. Hein, c'est une image de combat. Alors là, je crois que je l'ai en agrandissement. Voilà. Ici, alors, c'est le buisson ardent. Le buisson, d'ailleurs, entre nous soit dit, c'est des arbres. Hein. Enfin, c'est toute une forêt qui est en train de flamber comme ça. Hein. Et ici, j'espère que vous le voyez, c'est le tétragramme JHVH, c'est le nom abrégé de Dieu, Jéhovah, de Yahweh. C'est de cette façon qu'on le symbolise dans tous les jetons. Hein. C'est un signe. Alors généralement, chez les catholiques, le nom, le tétragramme, est situé tout en haut, généralement, et avec une punition pour les villes qui sont désobéissantes, etc. Là, il est au milieu, pratiquement au milieu. C'est le nom de Dieu qui est mis en exergue. La légende. Je brûle sans me consumer, c'est une très belle légende, parfaitement adaptée d'ailleurs, avec le jeton. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est le buisson ardent, c'est dans l'Exode, hein, chapitre 3, verset 23. Qu'est-ce qu'il fait? Tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple. On voit là que c'est un jeton protestant. Laisse aller mon peuple. Et Pharaon, on sait qui c'est. C'est Louis XIII. Hein. C'est Louis XIII qui est désigné. Hein. Mais tout ceci est en transparence. Hein. Ce n'est pas dit clairement dans le jeton, c'est en transparence. Regardons l'autre côté, l'autre face. Ça, c'est une anagramme. La devise, on va commencer par la devise, hein, parce que l'image est très complexe. Ça, c'est une anagramme. Ut potiar patior. Donc, vous prenez les lettres. C'est un jeu de l'esprit. Hein, vous prenez les lettres, vous les mélangez pour trouver. Vous avez le P, le O, vous voyez. C'est en fait avec les mêmes lettres, on a une signification différente. Et la devise, elle, est vraiment très très belle. Je souffre pour m'élever. C'est pas un catholique qui aurait pu dire ça à l'époque. Par contre, un protestant, après la réunification, enfin, la réunion du Béarn, ah oui, un protestant, oui, lui, il souffre pour s'élever. On sait qu'on va aller vers les guerres de religion. Là. On est dans les deux derniers mois de l'année, 1620, pardon. Et on sait qu'à la fin de l'année, à La Rochelle, les protestants vont se révolter. Hein. Ça va mettre 2 ou 3 mois pour être visible, mais c'est ça dont il est question hein, dans ce jeton. Et pour l'image, ici, un squelette. Là, une sorte d'ange tenant un livre. C'est pas très bien visible, hein, mais
J'en suis désolé, c'est le seul qui existe. Il est en argent, c'est le seul. Ce jeton. Voilà. L'ange est appuyé sur une croix, en fait, au pied duquel se trouve le squelette. Ici, peu visible, mais c'est les montagnes, probablement pour désigner le Béarn, c'est pas sûr. Et là, des arbres. Voilà. Donc un paysage champêtre et montagneux. On le connaît bien pourtant. Cette image, on la connaît bien. Voici. Ça, c'est tiré des emblémata de Théodore de Bèze, 1590, donc fin de siècle. Et vous retrouvez exactement la même image. C'est celle-ci. Hein. Et l'explication a été donnée en vers latins qui ont été traduits. Vous l'avez donc. Voilà. Qui es-tu? Dis-le-moi, marchand si mal vêtu. Effectivement, ça représente la religion, en fait. La religion est habillée de haillons, en fait. Je suis religion de l'Éternel issue. Quel beau livre est cela? De mon père, la loi, c'est la Bible. Que veut dire ta croix? Sans la croix, je n'ai vie. Et tes ailes, je fais l'homme voler aux cieux. Et ce frein, le frein, c'est ça. Hein. J'abolis l'erreur pernicieuse. C'était l'accord féminin n'était pas fait encore. Ce frein, tes rayons, j'abolis l'erreur pernicieuse. Ce frein, l'âme par moi, ses passions surmonte. Et la mort sous tes pieds, la mort, je dompte. Je mords et dompte. Voilà. C'est ce que on appelle la vraie religion. C'était connu à Genève, c'était connu à La Rochelle. La Rochelle, tenez. Voilà. Là, vous avez la même image. Ça, c'est la Bible, c'était le frontispice hein, de la Bible publiée à La Rochelle par la famille Holtin, qui sont des imprimeurs très célèbres protestants. Hein. Et on retrouve exactement le même type d'image. Hein. C'est le squelette, l'ange qui, en fait, qu'on décrivait comme un ange, mais en fait, la religion, la Bible, les ailes, la potence. Et ce qui est curieux, et c'est là où on a la preuve absolue que c'est un jeton protestant, c'est que cette image, 6 mois après, on va la voir en France. Elle va être décriée. Ça va être le sceau de l'Assemblée illégale de La Rochelle. C'est ça qu'ils vont prendre. Pour que l'Assemblée des protestants de La Rochelle vont prendre cette image tirée du jeton, tirée des emblémata, tirée de l'imagerie des imprimeurs de l'époque, pour sceller toutes les commissions disant vous allez vous armer, tous les protestants, vous allez vous armer contre le roi. Donc, et c'est là où on a le grand public a eu connaissance de cette image. Pour l'instant, le jeton, il était resté dans les tiroirs, je ne sais pas. Mais là, on a vu. Et Richelieu, alors lui, il le décrit, mais il le décrit à sa mode, avec un peu de perfidie. C'était une religion. Ses renseignements sont exacts. Hein. C'était une religion. Il ne dit pas que c'est un ange, c'est une religion. Appuyé sur une croix, ayant en la main un livre de l'Évangile. C'est pas la Bible. Hein. Lui, il dit un livre de l'Évangile. Foulant aux pieds un vieux squelette qu'il disait être l'Église romaine. Vous voyez, là, c'est perfide. C'est parce que on ne sait pas qui a prétendu que c'était l'Église romaine. On n'a aucun texte. Hein. Richelieu le prétend, lui. Hein. Mais il le prétend, c'est pas lui qui le dit. Il dit, c'est eux-mêmes qui disaient ça. Eux-mêmes, les protestants, qui disaient ça. Vous voyez ? Bon, c'est ce qu'on appelle la flèche du Parthe. Bon, enfin, le malheur dans toute cette histoire, c'est qu'effectivement, l'affaire du Béarn, elle a été réglée en près d'une semaine, quoi. Hein. Mais elle a ouvert, en fait, c'est cette affaire qui a ouvert près de 10 ans de guerre. Hein. 10 ans de guerre avec des hauts, des bas, des reprises, des mouvements. Mais une décennie, on peut dire, de guerre. Je vous montre juste quelques images de jetons. Ça, c'est une sorte de bombardement. Ça, c'est un foudre de guerre. Hein. Qui bombarde avec des flèches de la grêle une ville. Bon, on peut penser, 1600
1622 que c'est au lendemain de la résistance victorieuse de Montauban. Hein, voilà. Ici, nous avons 1623, c'est l'année qui a suivi l'entrée du roi à Montpellier, le siège de Montpellier, qui en fait a ouvert ses portes. Hein. C'est pas une conquête militaire. Hein. C'est Montpellier que la paix a été signée et le roi est rentré une fois que la paix a été signée. Hein. Revenons au Béarn. Celui-là, le Béarn, on n'en entendait plus du tout parler. Hein. Le Béarn avait été mis au pas. Hein. Et il se trouve qu'un jeton béarnais en 1627 a été frappé. En fait, cette image que l'on voit ici, c'est l'image d'un jeton du roi, de Louis XIII. De l'autre côté, on connaît une version où c'est Louis XIII en latin avec le roi de France et de Navarre, etc. Et cette même image, ça veut dire que cette même image, elle a été utilisée par le roi, et le roi, il a fait dans la foulée, frapper ce jeton, en gardant la même image. Or, qu'est-ce que c'est que cette image? C'est pour le siège de La Rochelle qui n'était pas encore prise, La Rochelle. On est en 1627, là. La digue, elle commence fin d'année 1627. Hein. Donc là, l'image montre un guerrier armé, avec au sol tout un trophée d'armes, c'est le terme exact, hein, le trophée d'armes. Mais ce guerrier, il est enchaîné. Il est enchaîné par une main sortant du ciel. C'est un guerrier qui est soumis, enfin soumis de force. Hein. C'est, disons-le, c'est La Rochelle. Et de coller ça sur un jeton béarnais, cela prouve qu'on veut que les Béarnais approuvent aussi le siège de La Rochelle. Hein. C'est ça que dit ce jeton. Ce n'est pas en meilleur état, malheureusement. Hein. J'ai un peu de mal. Voilà. Alors, celui-ci, je le garde pratiquement pour la fin. Il est extraordinaire. Celui-là, c'est la chute de La Rochelle. Donc, c'est la fin de l'histoire. Hein. C'est la fin de l'histoire. La chute de La Rochelle. Alors, on voit la ville qui s'écroule, qui s'éboule. C'est saisi dans la nanoseconde où la ville est supposée s'effondrer. Et elle s'effondre où? Sur une hydre qui est ici. Je ne sais pas si vous la voyez. La queue, là. Et puis, ici, le corps, les pattes. Et puis, la ville qui s'effondre sur l'hydre. L'hydre, évidemment, c'était l'hydre de l'hérésie. Hein, ce jeton est extraordinaire. Je ne sais pas qui c'est qui l'a fait. On ne sait pas qui c'est qui l'a fait. Mais le graveur qui a fait ça est un graveur exceptionnel. Hein. Voilà. Je vais, 13 ans après, l'épilogue, 13 ans après, en 1633, Louis XIII fait décrier dans son royaume toutes les monnaies huguenotes. Et à cette occasion, Louis XIII fait frapper un jeton. Magnifique. Alors là, là c'est à l'applaudimètre, parce que, vous voyez, c'est grand comme ça, hein, je rappelle. Hein. Hein, c'est grand comme ça. Et à l'intérieur, l'artiste, quel artiste, a trouvé la gageure de diminuer encore la surface sur laquelle il va appliquer le visage du roi. Louis XIII, magnifique portrait aussi. Là, l'art consommé du jeton. On peut dire que c'est un art majeur. C'est tout petit, mais c'est un art majeur. Quant à la devise, alors là, c'est la réponse hein, du berger à la bergère. Hein. Rends à César ce qui est à César. Hein, voilà. Mais le plus curieux, c'est derrière ce jeton, de la deuxième face, que voici. Et là, qu'est-ce que vous reconnaissez? C'est le jeton protestant. 1633, on est 13 ans après. Et on le retrouve, hein, c'est le squelette, la potence, la croix en fait. Hein. Le frein, c'est la religion, pauvrement vécue, son livre. Par contre, disparition
on va le regarder plus, disparition du paysage. Voilà. Ça, vous avez le jeton protestant, et là, le jeton royal. Là où il y avait les montagnes, les arbres, ça a disparu. Ici, la religion avait un nimbe, une sorte d'auréole lumineuse. Et là, l'idée du nimbe est reprise, mais curieusement. Il y a un premier segment ici, puis il y a un deuxième segment là, derrière, et puis il y a un troisième énorme segment qui vient remplacer finalement les montagnes. C'est une façon de s'approprier le sceau des protestants et de dire il faut rendre à César ce qui est à César. C'est la fin de l'histoire. Et je n'ai plus rien d'autre à dire.